font de l'économie une science de la production des richesses, de l'échange des produits et de la distribution des revenus. C'est là une approche substantiviste qui est notamment dominante en anthropologie, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la substance concrète de l'économie. Cette approche soulève toutefois une difficulté. Il n'est pas aisé de délimiter un champ spécifique à l'analyse économique en désignant une liste de sujets concrets. En effet, les phénomènes strictement économiques n'existent pas. On ne peut extraire du réel une partie économique qui serait indépendante des parties psychologiques, politiques ou sociales. L'inflation, par exemple, met en jeu des mécanismes économiques, psychologiques et politiques, et intéresse donc tout autant l'économiste que le psychologue, le politologue ou le sociologue. La production, la circulation et la répartition des richesses sont potentiellement un objet d'étude commun à toutes les sciences humaines et sociales. La spécificité de la science économique n'est donc pas attachée à un domaine concret d'étude, mais plutôt à la façon dont elle mène ses études, à sa méthode d'analyse. Le problème vient alors de ce que les économistes ne sont pas d'accord sur la méthode, si bien qu'il devient impossible de proposer une définition consensuelle de l'économie. Ce problème ne s'est toutefois pas vraiment posé avant que n'émerge, au XIXe siècle, un véritable souci de constituer l'économie comme une science nouvelle et distincte des autres disciplines traitant des sociétés humaines. 2. La longue marche vers une science économique. Jusqu'à la Renaissance, XVe, XVIe siècle, l'économie a d'abord été pensée comme un sujet de philosophie morale et politique. Il s'agissait de moraliser l'usage de la monnaie et la pratique des échanges pour s'assurer que la cupidité et la compétition pour les richesses ne détruisent pas la cohésion de la société. Dans les pratiques comme dans l'analyse, l'économie ne constituait pas une sphère autonome et elle restait subordonnée aux normes sociales, morales et religieuses qui structuraient la société. Au milieu du XVIe siècle, la marge commerciale des marchands et les intérêts perçus par les banquiers sont encore souvent considérés à peu près comme du vol par la morale commune. Ils sont aussi plus ou moins sévèrement condamnés par l'Église catholique. Et personne n'a, jusqu'alors, songé à écrire un traité d'économie. Les questions économiques sont abordées dans des textes philosophiques ou théologiques, le plus souvent rédigés par des clercs. Tout cela va radicalement changer. Entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIe, le déclin du pouvoir religieux, l'affirmation du pouvoir politique, la rivalité croissante des États pour le contrôle des nouvelles routes commerciales, Inde, Amérique, et des colonies, tout cela, entre autres facteurs, crée le terreau favorable à une première révolution dans la manière de penser l'économie en Europe. C'est alors qu'émerge une véritable analyse économique, avec des siècles de retard sur le monde arabo-musulman, mais cet héritage a été perdu et ignoré en Occident. Celle des auteurs dits mercantilistes qui commencent par abolir une morale 2 fois millénaire en réhabilitant la richesse comme source du bonheur privé et du bien public. Désormais, la quête des richesses matérielles n'est plus perçue comme une passion immorale et dangereuse pour la société. Il s'agit plutôt d'une activité raisonnable qui sert l'intérêt commun de 2 manières. 1. Le bien-être matériel des individus rend le peuple plus docile et respectueux des lois. 2. Chaque individu affairé à s'enrichir par le travail contribue à la prospérité générale. L'économie s'émancipe alors de la morale antique et de la religion pour devenir une science politique. Il s'agit de comprendre les ressorts de la prospérité d'une nation en vue de déterminer les politiques susceptibles de renforcer la richesse et la puissance de l'État. Car ce dernier a besoin d'argent et d'une économie prospère pour soutenir une guerre économique et militaire quasi permanente. Il faut donc développer la population, le commerce, l'industrie, les exportations, et si la course à la richesse privée concourt finalement à enrichir l'État, alors la recherche du profit privé soutient aussi l'intérêt général. Pour autant, les mercantilistes ne sont pas des libéraux. À des degrés divers, ils soutiennent la conduite de politiques économiques volontaristes et sont protectionnistes. Par ailleurs, la libre poursuite de l'intérêt privé n'est fondée